Dolly Parton est une légende dans tous les sens du terme. Mais derrière son sourire radieux et sa personnalité pétillante, il y a une facette de Dolly qu'elle a gardée cachée pendant des décennies. Aujourd'hui, à 78 ans, elle révèle enfin la vérité sur une personne qu'elle détestait vraiment. Qui était cette personne et qu'est-ce qui l'a amenée à éprouver des sentiments aussi profonds? Restez avec nous pour découvrir la confession choquante de Dolly. De qui pensez-vous que Dolly parle dans sa dernière révélation? Faites-nous part de vos suppositions dans les commentaires avant que nous ne plongions dans l'histoire complète. Il est temps de lever le rideau sur la vie privée de Dolly et d'entendre l'histoire que même ses fans les plus proches ne s'attendaient pas à entendre. Confession Inattendu. Les difficultés rencontrées par Dolly Parton au début de sa vie dans les Smoky Mountains ont fait d'elle l'artiste et la personne qu'elle est aujourd'hui. Elle a travaillé dur pour arriver là où elle est. La famille de Dolly Rebecca Parton vivait dans une cabane d'une pièce près de la rivière Little Pigeon, dans les Great Smoky Mountains. 16 parents, Robert Lee Parton et Avie Lee Carolyn Owens, avaient une famille nombreuse de 12 enfants, dont Dolly était la 4e. Les Parton ont dû faire face à des difficultés financières considérables. Sans électricité ni plomberie intérieure, la famille de Dolly survit grâce à la terre et à son père, Robert Lee, agriculteur et ouvrier du bâtiment. Avec une famille aussi nombreuse, ils avaient du mal à survivre, même si Robert Lee travaillait dur. Malgré les difficultés, la famille était créative et pleine de ressources. Enfant, Dolly se tournait vers la musique pour s'évader et s'amuser. Elle a appris le riche héritage musical de la région grâce à sa mère, Avie Lee, qui avait une voix magnifique et qui remplissait la maison de ballades et d'hymnes traditionnels. Cette exposition précoce à la musique a jeté les bases d'une carrière remarquable. La musique de Dolly a commencé à l'église. Dès l'âge de 6 ans, elle chante régulièrement à l'église et séduit le public. Elle était naturellement douée et destinée à la musique. Dolly a commencé à jouer d'une guitare artisanale à l'âge de 6 ans, en 1952, mais son oncle Bill Owens a décelé son potentiel. Bill, un musicien, a décelé quelque chose de merveilleux chez sa nièce. Il lui a offert sa première guitare à 8 ans parce qu'il croyait en elle. Ce geste modeste a incité Dolly à écrire ses propres chansons et à poursuivre une carrière musicale. Les parents de Dolly ont soutenu ses objectifs malgré les difficultés financières. Ils ont soutenu son désir, sachant qu'elle pouvait faire ce qu'elle aimait même si elle ne devenait jamais célèbre. Sa musique country, folk et gospel est influencée par ses origines appalachiennes, qui comprennent les contes, les chansons et la ténacité. Les luttes précoces. L'amour et la musique ont développé Dolly Parton en tant qu'artiste et lui ont donné l'humilité et la générosité qu'on lui connaît. Ses origines montagnardes l'ont inspiré tout au long de sa carrière, lui rappelant ses débuts et lui permettant de garder les pieds sur terre au fur et à mesure de son ascension vers la popularité. Dolly a intégré la mythologie de la région dans les histoires et les chansons de son enfance, leur donnant sa propre voix et son propre point de vue. La pauvreté de sa famille ne l'a pas arrêtée. Au contraire, elle l'a incité à faire des efforts pour améliorer la vie de sa famille. Elle a d'abord fait tout ce qu'il fallait pour aller là où elle voulait aller. Elle a commencé à participer à des émissions de radio et de télévision dans l'Est du Tennessee, notamment au Cass Walker Show, de 19 à 55 ans. Ses premières prestations ont renforcé sa confiance et sa présence théâtrale. Cette exposition l'a également aidé à améliorer ses capacités d'interprétation, qui étaient cruciales pour son travail. Dès l'adolescence, Dolly est bien connue dans le monde de la musique locale. Après le lycée, en 1964, Dolly déménage audacieusement à Nashville pour poursuivre ses objectifs dans le domaine de la musique country. Ce ne sera pas facile. Comme d'autres artistes en herbe, elle s'est battue pour entrer dans cette industrie difficile. Le talent n'attend pas éternellement. Combine Publishing a remarqué ses compositions. Elle écrit des chansons à succès pour d'autres musiciens, notamment Put It Off Until Tomorrow de Bill Phillips. Cette chanson a remporté un prix BMI pour elle et son oncle Bill Owens et a mis en évidence son talent d'auteur-compositeur. Monument Records a signé Dolly en 1965. Sa maison de disques l'a d'abord présentée comme une artiste pop. Mais cela n'a pas fonctionné. On ne peut pas la forcer à faire de la pop.
Monument change de cap et sort son premier succès country, Dumb Blonde, en 1966, réalisant ainsi son potentiel. La chanson se classe au 24e rang du palmarès country du Billboard. C'est sa première chance de montrer au monde son potentiel. Carrière et influence. Dolly a rejoint le Porter Wagoner Show en 1967 parce que l'icône de la musique country Porter Wagoner avait remarqué son potentiel. Cet arrangement lui a permis d'atteindre un large public qu'elle n'aurait pas eu autrement. Wagoner convainc Dolly de s'associer à RCA Victor et lui propose de produire ses albums. The Last Thing on My Mind. Leur première chanson. C'est classé parmi les 10 premières du palmarès country en octobre 1967. Un nouveau venu dans l'industrie n'aurait jamais fait cela. La popularité de ce duo a conduit à la publication en 1968 de Just Between You and Me, leur premier album commun. L'album a atteint la 8e place du Billboard Top Country Albums. Ils avaient une bonne alchimie et les fans les aimaient bien. Bien que sa relation avec Wagoner soit couronnée de succès, Dolly souhaite poursuivre une carrière solo. C'est l'une de ses premières controverses officielles. Mais ce ne sera pas la dernière. Elle enregistre son premier album solo sur RCA, Just Because I'm a Woman, en 1968. Le disque n'a pas eu le même succès que ses duos avec Wagoner, mais il a marqué une étape importante dans sa carrière. Elle a écrit « Just Because I'm a Woman » sur le double standard des femmes, un sujet qui lui tenait à cœur en tant que femme de l'industrie. Dolly Parton a fait un choix déterminant pour sa carrière en 1969. Après 7 ans passés dans l'émission The Porter Wagoner Show, elle a quitté l'émission pour poursuivre une carrière solo. Elle n'était pas convaincue de pouvoir réussir seule. C'était donc une décision risquée. Malgré les inquiétudes et les difficultés, cette décision a fait d'elle l'une des artistes de musique country les plus adulées de tous les temps. Wagner l'a poursuivie en justice pour une violation de contrat de 3 millions de dollars. Le spectacle public de ce litige judiciaire symbolise les obstacles auxquels les femmes sont confrontées dans l'industrie musicale dominée par les hommes. Les deux parties se sont mises d'accord sur un montant d'1 million de dollars, que Parton a payé en plusieurs versements. Le différend juridique n'était qu'un élément de leur relation de travail, qui s'était détériorée dans les années précédant le départ de la chanteuse. Wagoner aurait craint que son départ ne nuise à la popularité de l'émission et à sa carrière. Il était particulièrement opposé à l'idée de perdre Parton, dont la célébrité naissante a contribué au succès de l'émission au fil des ans. Pour elle, le jeu en valait la chandelle. Alors qu'elle se lance en solo, Dolly continue d'écrire des chansons qui trouvent un écho auprès de ses fans et qui témoignent de son approche unique. En 1973, elle sort Jolene, un classique. La chanson est devenue l'une des préférées des fans et un classique de son répertoire. Jolene s'est hissée en tête des hit parades et a consolidé le statut de Dolly en tant que conteuse talentueuse dotée d'une voix irrésistible. L'année suivante, Dolly compose et chante A Farewell to Porter Wagoner. La chanson exprime l'amour et la liberté. De cette façon, elle peut apprécier le temps passé ensemble et montrer qu'elle doit passer à l'étape suivante. Cette chanson s'est classée en tête des hit parades nationaux et est devenue un succès mondial lorsque Whitney Houston l'a enregistrée en 1992. Cela a permis à Dolly de devenir une sensation, tout comme Love is like a Butterfly et The Bargain Store. Dolly Parton était une sensation de la musique country au milieu des années 1970, mais elle s'est surpassée. Parton a été la première chanteuse de country à faire la couverture de Playboy en octobre 1968. Pourtant, le costume de lapin du magazine avec les oreilles et la queue. Cette approche audacieuse a défié l'image d'humilité et de propreté de la musique country. Son apparition dans couverture a remis en question les stéréotypes des célébrités de la musique country. Dans les années 1960, elle était une artiste solo qui n'avait pas peur de faire bouger les choses. Dolly dit qu'elle a posé pour Playboy dans le cadre de son plan de marketing. Elle voulait s'imposer dans les médias grand public et aller au-delà de la musique country. Selon elle, la photo était divertissante et visait davantage à accroître son attrait qu'à faire une déclaration sexuelle. Playboy l'a aidé à entrer dans la culture pop tout en la gardant enjouée et sympathique. Le public n'a pas toujours pris de risques.
Malgré son humour, la couverture de Playboy par Parton a déclenché des débats sur la sexualisation des femmes dans la musique country. Les critiques se demandaient si cette apparition ne contredisait pas le conservatisme du genre. Cependant, Dolly plaisantait souvent sur sa sexualité et son image démesurée. Regardez bien la couverture. C'est évident, Dolly n'a pas posé nue pour la publication. En tant qu'artiste respectueuse de la famille, la séance photo a été strictement réglementée pour préserver le bon goût. Elle a exploré un lieu controversé comme Playboy sans mettre en péril sa marque ou s'aliéner son public de base en restant dans ses limites. C'est à ce moment-là que le monde a pu voir sa véritable expérimentation. Autre tournant, les années 1980. Dolly reconnaît que prendre des risques peut s'avérer payant, et elle se lance donc dans la comédie. La comédie 9 to 5, avec Jane Fonda et Lily Tomlin, marque ses débuts au cinéma. Le film a bien marché et la performance de Dolly a été saluée. Son charisme et sa vivacité d'esprit se distinguent parmi les acteurs. La chanson-titre de Dolly, 9 to 5, a contribué au succès du film, en plus de son interprétation. Avec cette chanson, Dolly a été numéro 1 dans le country et au Billboard Hot 100. Elle a prouvé la polyvalence de Dolly et sa capacité à toucher un large public. Après 9 to 5, Dolly a continué à tenter sa chance au cinéma. Elle a de nouveau démontré ses talents de chanteuse et d'actrice dans la comédie musicale The Best Little Whorehouse in Texas, 1942. Hard Candy Christmas, un autre classique de Dolly, fait également partie du film. Les prestations de Dolly Parton dans ses films montrent sa polyvalence. L'album 9 to 5 and Odd Jobs 1981 de Dolly Parton est un autre point fort de sa carrière. Le mélange de country, de pop et de rock de l'album met en valeur sa diversité musicale et est un succès financier. Son empressement à essayer de nouveaux sons augmente son attrait et renforce sa position de passeuse de genre. À ce stade, Dolly a le vent en poupe. Elle est une force irrépressible de l'industrie musicale. Islands in the Stream est le duo de Dolly et Kenny Rogers qui a fait fureur de 19 à 83. Lorsque les Bee Gees l'ont écrite, elle s'est rapidement retrouvée en tête des hit parade country et grand public. Nous savions qu'elle était la plus grande chose qui soit arrivée à la musique. Elle a tenté quelque chose de nouveau, mais elle ne voulait plus le faire, surtout à cause d'une femme. Trio. Dolly, Linda Ronstadt et Emmylou Harris ont discuté à l'origine d'un album commun à la fin des années. Se scindent pour mettre en valeur leurs harmonies vocales et leur appréciation de la musique country classique. Trio a été publié en 1987 malgré les conflits d'horaires qui ont duré presque 10 ans. Le CD est devenu multiplatine et a remporté un Grammy pour la meilleure performance country par un duo ou un groupe pour son mélange homogène de voix et de genre. Tous ceux qui les ont écoutés les ont adorés. Si elles étaient si brillantes, pourquoi ne connaissons-nous Dolly que pour ses chansons et non en tant que trio? Les relations de travail entre Dolly et Linda étaient difficiles en coulisses, malgré le succès de Trio. En raison de leurs styles musicaux opposés, les sessions d'enregistrement étaient tendues. Linda Ronstadt enregistrait lentement et méthodiquement, tandis que Dolly enregistrait généralement plus rapidement et plus instinctivement. Cette différence de style de travail est souvent frustrante. Dolly s'esclaffe. Ronstadt adore travailler en studio et elle est tellement paresseuse que ça me rend folle. Réveillez-vous, j'ai du travail. Elle n'aimait pas travailler avec elle et ne pouvait pas l'ignorer. Lorsqu'ils entament leur deuxième album en trio dans les années 1990, les tensions créatives augmentent. Des problèmes d'emploi du temps et des divergences créatives ont entravé la production, et Dolly est devenue plus difficile à contacter à mesure que sa notoriété grandissait. Dolly étant difficile à joindre, Ronstadt et Harris envisagent d'enregistrer l'album ensemble. Dolly insiste pour continuer en trio ou ne pas le faire du tout, ce qui retarde les choses. Malgré ces obstacles, le deuxième CD du trio est sorti en 1999 et a été un nouveau triomphe. En raison de la longueur de la procédure, Dolly se sentait blessée et coupable. C'est de sa faute si l'album a pris autant de temps. Peut-être que les trois auraient réussi aussi bien qu'elle si elle ne l'avait pas fait. Cependant, leur relation s'est détériorée. Un différend entre Howard Stern et Dolly
survenu entre 20 et 2000, a renforcé la perception du public d'un fossé entre Dolly et Linda. Stern a modifié le livre audio de Dolly pour la faire paraître sale et irrespectueuse envers Linda et d'autres artistes. Dolly s'est déclarée étonnée, attristée et embarrassée par cette fausse cassette audio. Elle a déclaré qu'elle ne critiquerait jamais Ronstadt ni aucun autre artiste. Dolly n'a pas intenté de procès, mais l'épisode a nui à sa réputation et a fait naître des soupçons de conflit avec Ronstadt. Dolly et Ronstadt travaillaient mal ensemble. Malgré leur relation professionnelle, Dolly ne se sent pas à sa place dans les cercles sociaux de Linda. Dolly a conservé ses racines country au fur et à mesure qu'elle gagnait en popularité, mais elle se sentait mal à l'aise lors des événements organisés par Ronstadt, auxquels assistaient souvent des célébrités et des artistes. Le guitariste Don Roth a déclaré que Dolly était effrayée, et non pas arrogante, lorsqu'elle se comportait de manière distante. Elle était snob parce qu'elle était terrifiée. Elle n'est pas à l'aise dans les grandes villes comme New York. Dolly n'est pas snob. Elle est gentille et hilarante jusqu'à ce qu'elle ait des ennuis. Elle se replie sur elle-même. Roth se souvient des difficultés de Dolly dans les soirées de Ronstadt, où elle ne s'intégrait jamais. Elle a toujours indiqué qu'elle voulait quitter rapidement les événements de Linda. Les gens lui disaient « Wow, tu vas rencontrer un Rolling Stone et d'autres célébrités. » Mais Dolly disait « J'aime Linda, mais pas sa clique. » C'était comme si elle connaissait deux femmes, l'une qu'elle aimait et l'autre qu'elle ne reconnaissait pas. Le fait que les femmes ne s'entendaient pas et que Dolly ait prolongé son disque avec les trois a été l'un de ses plus grands scandales. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a capitalisé sur son apparence tout au long de sa carrière. Elle pense que c'est pour le bien. Elle est célèbre pour avoir dit « Je ne suis pas offensée par les blagues sur les blondes stupides puisque je sais que je ne suis pas stupide », attirant l'attention avec sa beauté de bombe blonde. Vie privée. Cette approche lui permet de bousculer les idées reçues et de véhiculer une féminité forte et sûre d'elle. Elle critique régulièrement les doubles standards de la société dans des chansons comme « Just Because I'm a Woman », suggérant que les femmes devraient être évaluées pour leurs mérites et non pour leurs défauts. Cela la concerne plus que les autres femmes, car les gens l'ont toujours perçue comme faisant des erreurs. Étrangement, cela s'est également avéré faux. Parton est une source d'inspiration pour les femmes, même si son personnage de blonde stupide a été critiqué pour ses stéréotypes. Certains disent que son image véhicule l'idée que les femmes doivent être belles pour être acceptées. Elle tire parti de cette image à son avantage. Mais ses détracteurs affirment qu'elle occulte parfois les discussions sur l'inégalité et le harcèlement dont sont victimes les femmes dans le secteur de la musique. Son humour peut souvent éclipser ses chansons sombres. Nombreux sont ceux qui ne connaissent pas sa musique. Ils ne connaissent d'elle que ses scandales. Et il n'y a pas que sa carrière. Sa vie personnelle est également chaotique. Dolly a épousé Carl Thomas Dean en 1966. Elle est célèbre, mais leur relation est restée discrète. La préférence de Dean pour l'anonymat a toujours conduit les autres à penser que leur mariage ne se passait pas bien. Son caractère de blonde insouciante, idiote et osée alimente souvent les rumeurs d'adultère. Parton a reconnu avoir eu une relation amoureuse avec le leader de son groupe, Greg Perry. Au début des années 80, I see, l'intimité émotionnelle a remplacé la trahison physique. Parton a par la suite décrit cette période comme sombre et émotionnellement difficile, la poussant à envisager le suicide après que Perry l'a quitté lors d'une crise professionnelle. Alors qu'elle travaillait sur The Best Little Whorehouse in Texas, la meilleure petite maison close du Texas. Selon les journaux, Parton a eu des relations avec d'autres acteurs, dont Burt Reynolds. Bien que ces mythes subsistent, elle les utilise régulièrement pour promouvoir ses initiatives. Dean fait preuve d'empathie lorsque des membres de sa famille s'inquiètent de ses rapports, affirmant qu'il s'attendrait à ce que n'importe quel homme soit attiré par elle. Madame Parton a déclaré dans des interviews que Dean était son seul homme. Elle affirme que leur relation est confiante et solide. Elle dit que Dean sait qu'elle reviendra toujours, quelles que soient les rumeurs. Parton se proclame la reine des tabloïds, reconnaissant que sa célébrité s'accompagne de rumeurs sur sa vie amoureuse. Les rumeurs peuvent être gênantes, bien qu'elle y trouve de l'humour, mais les rumeurs ne sont pas inventées. Elles sont toujours en partie vraies.
même si les stars ne le disent pas. Il semble que ce soit l'une de ces choses. Une chose qu'elle avoue, c'est qu'elle se sent à l'aise lorsqu'elle subit une opération. Si quelque chose s'affaisse, tombe ou traîne, je le rentre. Je le suce ou je l'épile, a déclaré Parton dans des interviews à propos de ses opérations esthétiques. Elle aurait eu recours à des implants mammaires, à des liftings, à des injections de Botox et à des produits de comblement des lèvres. Parton préfère les petites opérations aux grosses, de sorte qu'on ne voit pas de différence en elles. Nombreux sont ceux qui apprécient son honnêteté quant à ses décisions cosmétiques, mais ses détracteurs estiment qu'elle risque d'établir des normes de beauté irréalistes pour les femmes qui travaillent dans le secteur du divertissement. Certains pensent que son image de luxe implique que les femmes doivent répondre à des critères de beauté pour s'épanouir. Elle considère son apparence comme une expression personnelle, bien que les critiques disent que cela perpétue des hypothèses préjudiciables sur le rôle des femmes dans la société et les attentes en matière d'apparence. Comme elle dit être une icône pour les femmes, ses admirateurs n'apprécient pas toujours ses changements de style. Autre chose. Certains pensent qu'elle ne comprend pas l'appropriation culturelle dont elle a fait l'objet tout au long de sa vie. Appropriation culturelle. La musique de Parton est imprégnée de la riche culture du sud des Appalaches. Il est originaire de cette région, et elle célèbre donc son éducation dans ses chansons, ses spectacles et son apparence. Les critiques disent que Parton emprunte beaucoup à la culture des Appalaches, mais ne respecte pas sa complexité et son histoire. Sa présentation a soulevé des questions quant au fait qu'elle romance et simplifie les communautés qu'elle représente. L'Imagination Library de Parton, qui offre des livres gratuits aux enfants, a été critiqué pour son côté sauveur de la race blanche. Les critiques affirment que cette campagne promeut le privilège blanc et ne représente pas suffisamment les différentes identités culturelles. Un article universitaire note que le programme peut perpétuer des idées préconçues en matière d'alphabétisation et de classe sociale. L'analyse a montré que le programme favorise les récits de la classe moyenne et des Blancs au détriment des récits inclusifs. La situation est encore plus complexe. Des universitaires ont noté que les spectacles de Dolly Parton comprennent souvent des personnages majoritairement blancs, ce qui limite la représentation de jeunes issus de la diversité. En raison de ce manque de diversité, des questions ont été soulevées sur la manière dont ces récits affectent l'ethnicité et l'identité des jeunes lecteurs. Le débat sur l'appropriation culturelle va au-delà de la représentation littéraire. L'impact culturel de la musique de Dolly Parton est également abordé. Elle soutient la culture du Sud, mais les critiques disent qu'elle risque de la commercialiser sans comprendre ou respecter le Sud. Certains attribuent cela à sa migration précoce à Nashville. D'autres pensent qu'elle ne s'est pas suffisamment intéressée à son histoire pour faire des recherches. Elle ne fait pas assez pour représenter son peuple, alors qu'une femme dans sa position devrait le faire. Cependant, elle a travaillé dur pour être fière de son passé et améliorer son quartier. Pour une raison ou une autre, il voit les choses différemment. Malgré sa volonté d'aider les gens, les choses se passent rarement comme prévu. Les personnes LGBTQ+ ont vécu la même chose. C'est l'article d'Erica Anderson dans le Federalist intitulé « There's nothing loving about Dolly Parton's False Gospel ». Il n'y a rien d'aimant dans le faux évangile de Dolly Parton qui est à l'origine de cette polémique. Madame Anderson a accusé Dolly Parton de promouvoir des comportements sexuels contraires à l'éthique en soutenant la communauté LGBTQ+. Cette critique visait l'organisation de Dolly Parton. Selon elle, la position inclusive de Parton contredit les valeurs chrétiennes traditionnelles, soulignant que l'amour véritable n'a pas besoin d'accepter l'immoralité. Après avoir lu l'essai, de nombreux utilisateurs des médias sociaux ont soutenu Dolly Parton et se sont opposés aux convictions de Madame Anderson. Les personnes qui ont soutenu Dolly Parton ont souligné sa réputation de longue date, en tant que personne qui unit les gens et promeut l'amour et l'acceptation à travers les cultures. Le soutien sans faille de Dolly Parton aux droits des personnes LGBTQ+, a été souligné à de nombreuses reprises. Elle a déclaré dans des interviews que l'amour et l'acceptation sont universels, quelles que soient les capacités physiques ou mentales. Elle a déclaré « Je ne suis pas une bonne chrétienne au point de penser que je suis si bonne que je peux juger les gens. » Elle n'a pas de position politique précise. Elle évite de s'engager.
Son point de vue est de laisser les gens aimer. Les conservateurs ont essayé de l'annuler parce qu'elle évitait de s'impliquer. Elle a également fait l'objet de critiques de la part de la communauté qui lui reprochait d'être un sauveur blanc. Cela n'a pas empêché Dolly d'être géniale. Elle essaye toujours de faire la différence. Efforts pour aider les gens. Elle a acquis une certaine notoriété grâce aux efforts considérables qu'elle a déployés pour venir en aide aux victimes de l'ouragan Hélène. Lors d'une conférence de presse organisée par Walmart à Newport, dans le Tennessee, elle a annoncé le 4 octobre un don personnel d'1 million de dollars prélevé sur son compte en banque. La Géorgie, la Floride, la Caroline du Nord et du Sud et le Tennessee, qui ont été ravagés par la catastrophe, recevront cet argent. La décision de Walmart de faire don de 10 millions de dollars d'aide humanitaire par l'intermédiaire de sa fondation et de ses entreprises associées, dont Sam's Club, a renforcé la détermination de Dolly Parton à aider les victimes. Mais Dolly ne s'arrête pas là. Elle a également déclaré que Dollywood Parks and Resorts et la Dollywood Foundation avaient fait don d'1 million de dollars. Visiblement émue, Dolly Parton a déclaré « Il y a ici des gens très spéciaux. Ce sont mes parents qui les possèdent. Comme je déteste voir les gens souffrir, j'ai voulu apporter mon aide après les terribles inondations. Cela l'amène à son dernier désir, celui d'aider les gens financièrement et spirituellement. Elle veut aider tout le monde. À l'approche de ses 80 ans, elle réalise qu'elle n'en aura peut-être plus beaucoup. Elle veut enregistrer l'album de ses rêves avec le temps qu'il lui reste. Dolly Parton a déclaré au Mirror qu'elle souhaitait laisser un héritage en enregistrant un album de gospel édifiant et encourageant. Elle a déclaré « Je veux créer un fantastique album de gospel et en faire quelque chose qui soit à la fois merveilleux et encourageant. Mon âge m'incite à m'enthousiasmer pour cette idée. Elle espère que sa musique réconfortera et inspirera les auditeurs lorsqu'elle mourra. Son grand-père prêchait le pentecôtisme et sa famille était pieuse. Le gospel a donc toujours fait partie de sa vie. Dans le livre Dolly Parton Songteller, My Life in Lyrics, elle affirme qu'elle est spirituelle mais pas religieuse. Dolly Parton and Family Smoky Mountain DNA. Family. Faith and Fables Sarah publié le 14 novembre 2024, en même temps que l'album Gospel. Un documentaire est également en cours de réalisation. Ces 2 prochains projets exposeront son art à un nouveau public et marqueront son retour sur le devant de la scène. La seule question qui vaille est de savoir si le risque sera payant une dernière fois. Avez-vous été surpris par les aveux de Dolly?